Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à cette nouvelle rentrée littéraire. Pour les personnes qui découvriraient, on va dire, cette animation, donc notre objectif, c'est de vous présenter tous les coups de cœur de cette rentrée littéraire, donc des romans qui sont sortis entre janvier et février. On a plusieurs sessions, donc on a la rentrée littéraire de septembre-octobre et la rentrée littéraire d'hiver, celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Parmi les 500 livres à peu près qu'on n'a pas lus, mais qui sont sortis en janvier et février, on en a sélectionné plusieurs qu'on a lus et on a eu nos coups de cœur. Donc vous verrez, on va partir au Liban, on va faire des road trips un peu rocambolesques autour de braquage, partir aussi autour de l'addiction, autour de thèmes qui sont un peu plus lourds, mais d'autres aussi qui sont très légers, pour vous présenter un panel de romans qui, on espère, trouvera aussi pour vous votre bonheur et seront vos prochains coups de cœur et vos prochains livres de chevet. Et donc, on va commencer sans plus attendre avec Guillaume et son premier coup de cœur. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je vais commencer avec un roman de Dave Eggers qui s'appelle « Le Tout ». Alors, le tout, qu'est-ce que c'est ? Ou plus important encore, qu'est-ce que cela englobe ? Eh bien, sachez que l'auteur désigne par ce terme sa propre créature. Une entreprise qui n'existe pas encore, mais qui pourrait, dans l'esprit de l'auteur et celui d'un certain nombre de lecteurs, voir le jour dans les prochaines décennies. Alors, pour vous mettre en situation, imaginez une fusion entre Amazon et les leaders mondiaux des réseaux sociaux. Facebook, YouTube, WhatsApp et Instagram, par exemple. Imaginez cette entreprise tentaculaire qui surpasse toutes les autres par sa taille, son influence et sa croissance. Une entreprise qui utilise les nouvelles technologies pour entrer dans votre vie par n'importe quel moyen. Honnêtement, cela vous paraît-il si invraisemblable que ça ? De nos jours, je pense pouvoir affirmer que cette mécanique existe déjà à plus petite échelle. Du coup, il n'est pas vraiment question de science-fiction. Ici, le lecteur ne voyage pas dans un énième roman anxiogène sur notre misère à venir, mais saisit plutôt l'occasion de comprendre la relation que les populations ont avec les grandes entreprises commerciales, les réseaux sociaux et leurs outils. En vous conseillant de lire ce roman, je souhaite vous amener à découvrir via cet univers fictif une analyse pertinente des conséquences de cette relation. Dans ce roman, la mécanique implacable du tout est de priver la population de sa volonté, de son libre arbitre. Mais cela s'effectue petit à petit, comme dans la fable de la grenouille qui ne s'enfuit pas, quand l'on augmente progressivement la température de l'eau dans laquelle elle barbote. Le fer de lance du tout est donc l'usage de la technologie, ou plutôt des nouvelles technologies, dont la fréquence de création est orientée pour générer une dépendance. Et pour nous expliquer le fonctionnement du tout, quelle meilleure façon pour Dave Eggers que de nous faire entrer dans cette entreprise comme employé. C'est à ce moment que l'on entre dans la peau de Delaney Wells, une jeune femme lucide qui, dès son plus jeune âge, grandit dans un monde dont elle ne supporte pas les dérives. Le tout catalyse son ressentiment face à cette réalité et elle se fait la promesse d'œuvrer à sa destruction de l'intérieur. Elle décide de proposer les pires idées d'application, espérant un rejet collectif. Mais malheureusement, ces idées séduisent son auditoire. À ce propos, l'une des forces de ce récit, c'est que le tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Pardon pour le petit jeu de mots. L'auteur arrive parfois à nous faire douter, tant certaines applications pourraient réellement améliorer le monde, nous faire avancer sur un meilleur chemin. Ici, pas de caricature de la situation actuelle, l'anticipation de l'auteur est crédible et cohérente. Le tout aborde en douceur le renoncement collectif et individuel. L'abandon des libertés au profit d'une société qui se simplifie la vie. Dit comme ça, ce livre a l'air légèrement plombant. Et sous cet angle de réflexion, il est plombant, mais pas seulement.
L'écriture est empreinte d'ironie et de malice, rendant la lecture agréable. Le point de vue de l'auteur sur ces sujets est enrichissant. Il déborde d'inventivité et pousse le lecteur à de véritables et saines réflexions. Et oui, fort heureusement, il y a de l'humour. Vous l'aurez compris, c'est un très grand coup de cœur et je terminerai en ajoutant que l'évolution que propose Dave Eggers est particulièrement plausible, mais qu'il ne faut jamais cesser de pousser la réflexion. Le tout est donc une firme qui a pour objectif de prendre le contrôle de nos cerveaux. Et dans Époque, un roman que Cécile va présenter, c'est un objet du quotidien que nous connaissons bien qui s'est emparé de nos cerveaux, le téléphone portable. Donc Époque, c'est un roman qui a été écrit par Laura Poggioli aux éditions de l'Iconoclaste. C'est son deuxième roman. Elle avait déjà publié un roman en 2022 sur un fait divers en Russie. Alors, dans ce roman, on suit l'histoire de Lara, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années, qui est mariée, qui a 3 enfants et qui décide de reprendre ses études. Donc, elle fait un master en psychologie. Elle, son projet, c'est d'ouvrir un centre contre l'addiction au numérique. Et pour faire un stage, elle a choisi d'entrer dans un service d'addictologie dans un hôpital. C'est un service qui aide les adolescents qui ont entre 10 et 22 ans et qui sont addicts à quelque chose. Donc ça peut être le tabac, l'alcool, les drogues, mais aussi les écrans. Et donc on suit dans ce roman une dizaine de jeunes. Il y en a qui sont déscolarisés depuis plusieurs années, d'autres qui ont des troubles alimentaires, d'autres qui ont des troubles de l'attention, d'autres encore qui ont des pensées suicidaires et qui sont tous addicts aux écrans. C'est des jeunes qui ne dorment plus la nuit, qui passent leur nuit sur les écrans à regarder les messages, les réseaux sociaux. Ils ont un comportement assez... ils sont vraiment addicts aux réseaux sociaux. Par exemple, ils vont regarder, dès qu'ils envoient un message, si la personne est connectée, à quelle heure elle se connecte, à quelle heure elle répond au message, beaucoup de choses comme ça. Et donc, dans ce roman, on suit Lara qui va accompagner ces jeunes avec le docteur Brunet. Elle va assister à toutes les consultations des jeunes. Et au fil de ces consultations, elle aussi, son passé va ressurgir. C'est une femme qui, 5 ans plus tôt, a été harcelée en ligne par un homme avec qui elle avait une liaison. C'était le médecin de ses enfants. Et à leur rupture, donc c'était une liaison extra-conjugale, à leur rupture, il s'est mis à la harceler. Il envoyait des mails anonymes sur sa boîte mail, il a piraté ses réseaux sociaux, sa messagerie. Et il lui a envoyé des extraits de leur relation, parce qu'il a écrit un texte environ 300 pages sur leur relation. Et un jour même, son téléphone va être piraté et sur son agenda, elle va découvrir un événement qui s'appelle anniversaire et c'est à la date où leur relation avait commencé. Donc, dans ce roman, on suit... l'autrice va montrer tous les effets des écrans sur nos vies, que c'est devenu aussi un fléau, qu'on est tous plus ou moins dépendants, mais que d'autres en sont malades. Et que les écrans ont pris autant de place que d'autres addictions comme la drogue ou le tabac. Elle montre aussi les pièges de la technologie, le fait que quand on publie quelque chose sur Internet, c'est très difficile de supprimer ça. En fait, on laisse vraiment des traces, même si on supprime quelque chose. Et en fait, cette histoire, ça a été inspiré d'un fait qui s'est passé en Angleterre. C'est Molly Russell, qui est une jeune fille qui s'est suicidée en 2017. Elle était harcelée à l'école, mais en fait, ce harcèlement, il a aussi continué en ligne. Et sur les réseaux sociaux, elle a eu accès à beaucoup de vidéos qu'elle n'aurait pas forcément dû voir. C'est avec les algorithmes, finalement, vous regardez un truc, on va vous montrer plein de choses qui est similaire. Et donc, elle a eu accès à beaucoup de vidéos sur la dépression, sur le suicide, et elle a mis fin à ses jours. Et donc, son père a porté plainte et a tenté en procès le groupe Meta,
qui est propriétaire de Facebook et Instagram et qui a gagné ce procès parce qu'elle n'aurait pas dû voir toutes ces choses-là. Donc c'est un roman qui est entre le roman et le documentaire. C'est très documenté. Elle a passé beaucoup de temps dans un hôpital pour se renseigner. Elle a suivi des jeunes. Et c'est très bien écrit. C'est très fluide et on apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément de questions, enfin de réponses aux questions sur comment se protéger des réseaux sociaux, d'Internet et des écrans. Mais forcément, ça mène à la réflexion. Et c'est un très beau texte. Et je pense que c'est un sujet qui est très actuel et qui mérite d'être dans toutes les mains des parents, mais aussi des adolescents. Et pour continuer, je vais passer la parole à Mélodie. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter Tout est chaos de Carmen Bramley. Alors, le livre commence avec une citation qui est attribuée à Virgile. « Nous tournoyons dans la nuit et nous voilà consommés par le feu. » Alors, Paloma Madar est passionnée par la philosophie et la littérature. Elle a pourtant accepté sans hésiter ce boulot de rédactrice en freelance dans une grosse agence de publicité. Une sorte de reconnaissance pour cette fille de restaurateur. Elle fait donc son entrée au département luxe, dans les petits bureaux gris, aseptisés de cette forteresse brutaliste de Pantin. Bien qu'elle aime son métier, cette ancienne étudiante en philosophie entre en contradiction complète avec son environnement, peuplé de louves et de loups fébriles et ambitieux. Sous cloche, elle se demande comment échapper aux vapeurs toxiques qui l'entourent, au narcissisme ambiant, mais surtout à la culpabilité. Comment avoir l'esprit tranquille quand on ment toute la journée ? Elle passe ses journées à rédiger pubs, dossiers de presse, slogans, scénarios, pour de grandes ou des petites marques. Elle dit « Ce que j'invente alimente une grande machine à rêve, produisant des récits sur mesure afin que chacun puisse se projeter, se sublimer. » La fameuse machine à rêve de la publicité. Une conception un peu romantisée par les publicitaires pour supporter le fait d'être l'avocat du diable, de maquiller les monstres. Notre protagoniste vend-elle vraiment du rêve ? L'idée est d'enjoliver les choses, les rendre désirables. Identifier les pulsions et désirs inconscients de potentiels consommateurs pour déclencher l'acte d'achat. Concrètement, c'est quoi ? C'est écrire une campagne toute la journée pour une marque de diamants, sans jamais mentionner le sang versé. Mais plutôt parler d'éternité, de grâce étincelante, loin des ténèbres du Libéria, de la Sierra Leone, où les mines se changent en fosses communes et où les pierres précieuses financent des génocides. C'est comme ça que Paloma Madar entre dans le déni. Une obsession lui revient constamment. C'est la balance karmique. Elle dit « Travailler dans la publicité me fait perdre au moins 8 points de karma par jour. » Dans son quotidien, inconsciemment, elle essaye de se racheter une conscience, d'extérioriser ou de se punir. Dans tous les cas, quand elle ne travaille pas, elle chasse les démons qui y sont liés. Heureusement, il y a Benjamin, un quadragénaire talentueux qui va lui apprendre les ficelles du métier, mais qui va aussi la protéger du milieu. Elle lui trouve un petit côté chien fou. En réunion, il s'en laisse ronger entre ses dents pour narguer ses maîtres. C'est le premier à la prendre dans son équipe. Une complicité très forte va naître entre eux. Elle aime bien son parfum, bel ami d'Hermès. Ensemble, ils sont le petit grain de sable dans les rouages de l'agence. Mais ce petit jeu ne risque-t-il pas de lasser la reine, Margot et Clotilde, qui sont la direction ? Même s'il est là depuis plusieurs années, la reine Margot n'a jamais vraiment voulu de Benjamin dans le département luxe. On lui a imposé. Brillant dans son style, il s'efforce de créer des publicités dissidentes, des anti-pubs contre les poncifs du marketing. Il aime le consommateur. Il a su imposer ses idées, se faire une place dans un milieu hostile, où confiance rime avec danger. L'équilibre ne semble pas précaire. Pourtant, un matin, un coup de théâtre fatal survient. Benjamin est accusé de harcèlement sexuel. C'est son procès qui démarre à l'agence. Exil, destitution, renvoi, le rideau tombe. L'enfer se dévoile. Mais est-il vraiment coupable ? Ou bien est-ce un coup monté ? Pour Paloma, c'est tout son escalier qui s'escamote. Les marches basculent et disparaissent. Plus rien ne semble pouvoir entraver sa chute.
sauf si elle rentre sagement dans le cadre proposé par l'équipe de direction. L'ambiance s'envenime. Que va faire Paloma ? Alors, Carmen Bramley nous propose ici une comédie dramatique et romantique aussi, et enjouée, qui oscille entre suspense et critique sociétale. Le tout dans un monde impatient et tendu, où les plus jolis minois cachent des griffes et des crocs rouges de sang. Un lieu aux règles strictes, mais où tous les coups sont permis. Dans un style incisif, assez cash, l'auteur nous fait vivre une descente aux enfers tout à fait dans l'air du temps. Dans un monde où le paraît est roi et où la suspicion est reine. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre pour cette écriture très très franche et le suspense qui se tient tout au long. Alors maintenant, je vais laisser la parole là à moi-même, à Audrey. Excusez-moi. Et je vais vous parler d'un premier roman, puisqu'il y a toujours dans les rentrées littéraires des premiers romans qui sont assez marquants, même si le roman que je vous présente actuellement n'est pas réellement le fait d'un parfait inconnu, de quelqu'un qui était dans l'anonymat. Donc Rue de la Gaîté d'Axel Orion. Axel Orion est un comédien. On l'a déjà vu dans des séries pour les jeunes. Et actuellement, il est aussi comédien au théâtre. Il adapte le roman de David Fuenquinos, numéro 2, qu'on avait déjà présenté à une rentrée littéraire. Il permet de faire un fil conducteur entre les différentes rentrées littéraires. Mais donc, il est au théâtre Tristan Bernard. Et l'histoire de cette adaptation, c'est en fait l'histoire de Martin Hill, qui est la deuxième personne qui aurait pu être Harry Potter, mais qui a été refusée au dernier moment. Et donc, il le met en scène sur les planches. Et dans ce premier roman, il reste dans cet univers qu'il connaît bien, qui est la comédie, puisqu'on rentre dans le monde du théâtre. On va suivre Baptiste, qui entre au cours Florent, rue justement de la Gaîté. Donc ça pourrait être vraiment le nom de la rue de la Gaîté pourrait décrire ce qu'il ressent, puisque en fait il vit son rêve éveillé. Depuis tout petit, lui, c'est la passion du théâtre qui l'anime, et on va le voir à travers ses souvenirs avec son grand-père réaliser des petites scénettes, et c'est son grand-père qui lui a transmis le goût du théâtre. Sauf que forcément, pour qu'il y ait un roman, c'est pas seulement des rêves et des paillettes qui vont faire ce premier roman. Très vite, il y a l'envers du décor qui se dévoile, que ce soit dans les cours Florent, mais aussi dans les émotions qu'il va faire remonter, puisque pour devenir un bon comédien, il va devoir libérer sur scène tout ce qu'il a en lui. Et il va révéler des émotions qu'il avait essayé d'enfouir au plus profond de lui-même. On découvre très vite qu'il vient d'une famille, donc la mère l'a abandonné, mais avant de l'abandonner, elle le maltraitait psychologiquement et physiquement. Le père, lui, est en train de se reconstruire aussi de cette emprise que la mère avait sur cette famille. Et sur scène, il va justement révéler toutes ses faiblesses, ses fêlures. Il le fait devant ses camarades, et notamment un personnage, un camarade de son âge qui s'appelle Marvin. Marvin est un jeune homme très mystérieux, très énigmatique. Tout le monde l'apprécie. Et très vite, c'est comme ce que je vous disais avec l'envers du décor, on se demande s'il est vraiment celui qu'il laisse paraître. Donc il y a un jeu constant sur les émotions contradictoires, sur le faux semblant aussi, puisqu'on est dans le milieu du théâtre. Donc les décors sont très souvent factices, et des fois les personnages peuvent être aussi factices et montrer ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, mais sans révéler leur vraie nature. À première vue, ça peut être un roman qui semble assez léger, puisqu'on va suivre des relations amoureuses, les premières fois justement sur la scène du théâtre. Mais ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que c'est léger tout en montrant la complexité des émotions et vraiment une profondeur dans ce que le personnage de Baptiste peut révéler. Et c'est une sorte de roman d'apprentissage. Donc pendant toutes ces pages, on va le voir se modifier, évoluer, que ce soit dans sa relation à lui-même, mais aussi dans sa relation aux autres, et aussi dans sa relation au père, qui est vraiment très belle. Il y a des passages d'humour aussi que je conseille et qui peuvent au départ déconcerter, puisqu'on voit apparaître notamment Raymond Queneau et Marcel André.
donc de grands personnages du monde du théâtre, sauf que ces personnages-là sont mis dans le monde moderne. Donc Raymond Queneau va côtoyer le téléphone portable, les joueurs de basket. Donc voilà, au départ c'est assez déroutant, mais c'est aussi ce qui fait le sel de ce premier roman, de s'autoriser un peu justement des pas de côté. Donc je le recommande, et moi c'est un roman, ça m'a donné envie aussi d'aller le voir sur scène, puisqu'il parle très bien du théâtre, de la passion aussi qu'il a pour les idoles de théâtre et pour le théâtre. Donc je me dis que sur scène, cet acteur-là doit aussi réussir à transmettre cette passion qu'il développe dans son roman. Donc je vous conseille 2 documents, le premier roman, et puis si ça vous a plu, peut-être d'aller le voir ensuite au théâtre. Et je vais vous laisser justement la parole encore avec Mélodie sur l'Atchouma, et c'est encore justement autour des faux-semblants, mais cette fois-ci pas au théâtre. Effectivement, donc avec le livre de Dounia Hadni, l'Atchouma, on sera plus sur tout ce qui va être patrimoine culturel et comment s'émanciper des schémas qui nous ont été appris également donc par la famille, comment s'émanciper en fait de sa famille pour devenir soi. Donc ici on rejoint aussi les combats de ton jeune comédien. Alors sur le livre de l'Atchouma, il est écrit: sois poli, sois joli, ne ris pas trop fort, juste un peu. Tiens-toi bien, ne bois pas trop, mais un peu quand même. Cache-toi pour manger, c'est Ramadan. Démaquille-toi, pour avoir l'air pâle. Attends, montre, non mais tu ressembles à rien, maquille-toi. Fais voir tes belles jambes, baisse les stores. Fais comme si tu étais pieuse, comme si tu aimais faire l'amour, comme si tu n'étais pas toi. Alors ce premier roman, c'est un roman coup de poing. Il raconte l'histoire d'une jeune femme écartelée entre des dictates contradictoires, visant à faire d'elle une bonne Marocaine, mais aussi une vraie Parisienne. Elle se débat et lutte pour sa liberté. Dans ce récit au ton autobiographique, un personnage central se présente. Elle s'appelle Cilia. Elle est issue d'une famille riche, marocaine, qui roule en Porsche, qui vit dans un très grand palais au Maroc. Elle possède un appartement à Saint-Germain-des-Prés. Elle a fait ses études à Paris, en Hippocagne, et elle débute sa carrière dans un grand journal de gauche en tant que journaliste. Son besoin de liberté et ses convictions la poussent à quitter le Maroc et s'installer à Paris. Mais elle est rattrapée. L'autre moitié d'elle-même est liée par l'amour et les veines à sa terre d'enfance, le Maroc. 2 clans, 2 cultures, qui s'opposent à elle, elle au centre. La tension monte au fur et à mesure du roman, comme chez la jeune femme qui est tiraillée par 2 injonctions contradictoires. Elle devient trop pour le Maroc et pas assez pour la France. Elle lutte entre le halal, ce qui est autorisé, et le haram, ce qui est interdit. Son enfance, sa famille, son futur, son individualité. Bientôt, Cilia se rend compte qu'elle ne fait que vivre pour satisfaire son entourage. Elle vit comme une tour de Pise, penchant d'un côté, puis de l'autre, quand on lui demande, mais jamais droite. Elle n'arrive pas à se faire comprendre. Mais les 2 côtés ne cherchent pas non plus à la comprendre. Ils veulent juste qu'elle accepte de correspondre au moule qu'ils ont fait pour elle. À force de contorsion, elle casse. D'un côté, elle doit faire face à la maladresse de ses collègues et l'incompréhension de ses amis ou de son mari français, qui parfois rivalisent de clichés et la réduisent à un fantasme, à une gosse de riche, ou à une croyante un petit peu trop frigide. Avec eux, elle est obligée de rentrer dans le moule de la Marocaine de service. Sa différence, en fait, lui est toujours renvoyée. De l'autre côté, une terre, celle de ses ancêtres, qui se transforme en sable mouvant, notamment à cause de l'Atchouma. L'Atchouma en arabe, ça veut dire la honte. Ce mot, il est plus puissant qu'un sort jeté, plus qu'une insulte. C'est un conditionnement. Une obligation à être une bonne Marocaine. Alors c'est quoi une bonne Marocaine ? C'est une femme respectable, qui ne porte pas la honte sur sa famille. Alors ses choix, sa sexualité sont brimés. Elle va alors enchaîner les frustrations et les cercles vicieux, tout en les analysant. Le sentiment de honte qu'elle ressent continuellement dans son ventre ira même jusqu'à lui faire répéter des schémas d'oppression appris dans la cellule familiale sur sa petite sœur, presque malgré elle, comme une marionnette. Mais ce n'est que les premiers pas du chemin infernal vers lequel la portera l'Atchouma, donc la honte. Alors ce roman, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il se lit comme le message d'une amie qui a besoin de parler. Elle livre toute son intimité, tout entière sans secret. Une écriture qui est très forte, très sincère,
sur le sentiment de honte pour réclamer le droit d'être soi. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment très très fort, très très honnête, et vraiment un premier roman coup de poing. Je trouve que là l'expression est plutôt vraie pour ce livre-là. Et je vais passer la parole à... Je vais aussi donc vous parler d'un portrait de femme assez fantastique. C'est ce roman, donc Pays amer de Georgia Maclouf. Il oscille entre la réalité, enfin la biographie romancée, et la fiction pure. Donc ces deux portraits de femmes, ce sont deux portraits de photographes libanaises qui vivent à un siècle d'écart. On est donc à Beyrouth et on voit l'évolution de Beyrouth à travers ces deux portraits de femmes photographes. Donc on part de 1911 pour arriver jusqu'en 2020. Georgia Maclouf, elle est écrivaine et critique libanaise d'expression française, donc elle écrit en français, mais on le sent très bien, elle vit en fait entre Paris et Beyrouth, et dans ce roman, on a vraiment l'impression d'être au Liban. Elle nous fait entrer dans les cafés, dans les petites ruelles, et notamment dans un village au nord du Liban qui s'appelle Sghorta. Donc tout commence à Sghorta, avec une maison en ruine, la maison que vous voyez sur la couverture du roman. Mona est une jeune femme d'une vingtaine d'années et elle est photographe. Elle a coupé les ponts avec sa famille. Sa famille est d'origine bourgeoise et pour eux, être photographe, ce n'est pas un métier respectable. Donc elle vit de faibles moyens en ayant coupé tout contact avec ses parents. Et un jour, John, un ami photographe, la convainc d'aller à Sghorta pour photographier cette maison en ruine. Elle y va et cette maison va finir par la hanter. Cette maison est aussi l'histoire de la femme qui vivait dans cette maison. Cette femme, c'est une photographe libanaise et c'est surtout la première femme photographe libanaise. Elle va découvrir peu à peu son histoire, mais de manière très étrange. En fait, elle va réussir à retrouver des journaux intimes, mais de manière parcellaire, puisque une partie de ces journaux intimes ont été brûlés, notamment par la famille de cette femme photographe. Cette femme photographe, dans le roman, elle s'appelle Marie Karam. C'est fictionnalisé. Si vous cherchez Marie Karam sur Internet, vous ne trouverez pas du tout en fait, ce personnage. Mais c'est parce qu'en fait, elle a tiré son histoire de la vie de Marie El-Kazen, qui est la vraie photographe libanaise. Et donc, je vous ai mis une photo de ce qu'elle a pu faire. C'était dans les années 1920. Elle faisait des photos coup de poing, où elle essayait justement de bouger les lignes. Et là, ce que vous voyez, c'est deux femmes qu'elle a donc déguisées en hommes. Et pour l'époque, c'était inconcevable. Donc, sa vie, en fait, a été faite d'un côté de salons de femmes, puisque le féminisme à l'époque commençait à se répandre au Liban, grâce notamment à l'Égypte où il y avait des clubs féministes assez importants. Mais de l'autre côté, le poids des traditions était très oppressif, on va dire, et elle ne pouvait pas sortir ses photographies et le faire comme elle le souhaitait. Donc elle a été connue beaucoup plus tard, grâce notamment à un collectionneur qui a retrouvé ses photos et qui a pu les exhumer. Dans cette histoire, il y a le poids aussi de son frère qui a tout fait justement pour que ces photos ne soient pas connues. Donc on a des chapitres qui alternent entre la vie de Mona, qui vit en 2020, et Marie Karam dans ce roman, la photographe. Et les deux destins de ces femmes vont se croiser. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman, c'est qu'il y a d'un côté des aspects très sombres et d'autres des aspects lumineux et portés par l'espoir. Puisque Marie Karam va avoir une vie faite de tragédie. Mona, elle, sans trop vous en dévoiler, mais quand on la quitte à la fin du roman, en fait, il y a une bouffée d'espoir où on se dit qu'elle va peut-être pouvoir réussir là où Marie Karam n'a pas forcément réussi à faire bouger les mentalités. Donc c'est très très beau, c'est très fort. Ça permet aussi de voir le Liban et son histoire
puisque en 2020, donc c'est justement le moment où le port de Beyrouth, où il y a une grosse explosion avec des centaines et des centaines de morts. Et c'est là où je vous disais, il y a des passages très sombres qui alternent avec des moments lumineux. Dans les photographies, c'est la mort et la vie qui s'entrelacent, on va dire. C'est comment d'un événement tragique, on va pouvoir justement apporter de l'espoir aux gens qui sont complètement désespérés. Et elle le dit, il y a beaucoup de pensées suicidaires et très sombres chez ses compatriotes après cet événement. Donc c'est une maison d'édition de toute manière que j'aime beaucoup, qui fait aussi beaucoup de biographies romancées de cette manière. Mais lorsque vous terminez le roman, vous avez envie de découvrir un peu plus la vie de Marie Karam, qui est en réalité Marie El-Khazen, puisque, comme je vous le disais, les journaux intimes sont pas complets. Donc il y a des pans de sa vie qu'on ne va pas découvrir dans le roman, mais c'est à nous, après la lecture de ce roman, d'essayer de se familiariser aussi avec les parties un petit peu plus sombres et de faire des recherches pour découvrir ce qu'elle a pu faire. Donc je vous recommande vraiment ce roman qui va vous apporter de l'espoir malgré tout ce que je vous dis aussi, qui est un petit peu sombre, mais qui porte de l'espoir sur la condition des femmes et sur les luttes à travers la photographie. Et justement, en parlant de femmes influentes, Cécile va vous parler d'un roman, Les Influentes. Les Influentes, c'est un roman écrit par Adèle Bréau. C'est son 8e roman qui est sorti aux éditions J.C. Lattès. Précédemment, elle avait écrit L'heure des femmes. Donc elle écrit beaucoup sur des personnages féminins. Là, elle écrit sur les coulisses de la mode. C'est un monde qu'elle connaît très bien puisqu'elle est directrice de la mode au magazine Gala. Et ce qui lui a inspiré ce roman, c'est que un jour, à un défilé de mode, elle a assisté assez médusée à l'arrivée des influences, des influenceuses au premier rang des défilés, alors qu'habituellement c'est plutôt les grands journalistes, les mannequins, les personnes de grande renommée. Donc dans ce roman, on va suivre 3 personnages, Anne, Blanche et Myrtille. Anne, c'est une jeune femme d'une 40aine d'années qui est maman et passionnée de mode. Elle crée ses propres vêtements et puis un jour elle est poussée par ses copines à les mettre en ligne sur un petit site. Elle vend 2-3 vêtements et puis un jour on lui envoie une photo. C'est une star une star mondialement connue qui porte une de ses combi shorts et cette star c'est Beyoncé. Donc en fait là son compte Instagram il passe de 100 abonnés d'un coup des milliers. Et elle est appelée par beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens de la mode. On suit également Blanche de Rochefort, qui a 58 ans, qui est directrice d'un grand magazine de mode qui s'appelle Attitude. C'est une personne assez froide, qui est sophistiquée et très exigeante. Et on suit également Myrtille, qui est une jeune femme d'une 20aine d'années, qui passionnée de mode, qui travaille pour le magazine et qui est à l'affût de toutes les tendances sur les réseaux sociaux. Donc dans ce roman, on va suivre leur évolution de chacune. Par exemple, Blanche, qui est totalement contre les réseaux sociaux, qui n'y connaît rien, va peu à peu s'y mettre parce qu'elle n'a pas le choix. Anne va devenir influenceuse et va connaître ce monde qui était vraiment très loin d'elle puisque c'est une femme au foyer, une mère au foyer. Et Myrtille va prendre un peu plus de place dans le monde de la mode et dans le monde des influenceuses. Ce roman montre les coulisses des défilés, comment on organise les places de chacun, qui est-ce qu'on décide de mettre au premier rang, pourquoi, qui est-ce qu'on retire. C'est aussi un roman qui montre tout ce qui est derrière les réseaux sociaux, tout ce qui est derrière les influenceurs, parce qu'on pense que c'est juste 2-3 photos comme ça qui sont postées. Et finalement, il y a toute une stratégie derrière et c'est devenu un métier maintenant. On voit que Anne va beaucoup voyager, elle va prendre l'avion, c'est beaucoup de billets qui vont lui être envoyés, elle va recevoir beaucoup de cadeaux, c'est plein de choses qu'elle va devoir aussi gérer.
Et dans ce roman, on voit aussi le choc des générations et comment la consommation de l'information a évolué grâce à Internet. On a Blanche qui est presse traditionnelle, qui n'est pas encore sur les nouveaux médias. Myrtille, qui à l'opposition est une jeune femme qui est plus à regarder les nouveaux médias que la presse traditionnelle. Et chaque média vraiment va avoir un rôle dans ce roman. Par exemple, le magazine Attitude, c'est un symbole de réussite pour tous les personnages dans le roman. Si on y apparaît, c'est vraiment le succès, on a déjà une validation. Tandis que les réseaux sociaux, c'est aussi de la rivalité, il faut se mettre en avant et la validation, on l'a pas tout de suite, mais d'un coup, on peut faire le buzz comme l'a fait Anne et rencontrer vraiment de succès. Donc, on voit aussi tout ce qui est dynamique de pouvoir, la reconnaissance et comment on peut, l'expression de soi, comment on se met en avant dans notre vie de tous les jours. En fait, moi, ce roman, ça m'a beaucoup fait penser au Diable s'habille en Prada. Si vous avez adoré ce roman, vous allez adorer Les Influentes. Blanche, c'est tout à fait Miranda qui était dans Le Diable. J'ai beaucoup aimé parce que les personnages sont totalement différents et je pense qu'on peut chacun s'identifier ou apprécier un personnage. Et c'est une écriture très fluide, très, très dynamique. Et vraiment, c'est un roman coup de cœur. Et du coup, je vais passer la parole à Guillaume qui va lui aussi parler de personnages féminins. Coup de cœur, un très grand coup de cœur de cette rentrée littéraire qui fait suite à un précédent coup de cœur. Jean Egland, Le temps d'après. Donc, avant de vous présenter ce titre, il m'est nécessaire d'aborder rapidement l'un des précédents romans de l'autrice, Dans la forêt. Et pour ne rien dévoiler de ce titre qui est tout aussi beau, je vais tout simplement vous relire rapidement sa 4e de couverture. Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste toujours présente leur passion de la danse et de la lecture. Mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, remplie d'inépuisables richesses. Peut-être donc avez-vous déjà lu ce roman ou l'une de ses nombreuses adaptations. Personnellement, au détour d'une étagère, j'ai eu la chance de tomber dessus il y a 2 ans et je n'imaginais pas avoir l'occasion de lire un jour la suite d'un texte aussi abouti. À ce stade, la première question est: peut-on lire Le temps d'après indépendamment de Dans la forêt ? La réponse est oui, mais que cela ne vous empêche surtout pas de lire Dans la forêt par la suite ou même avant celui-ci. Dans Le temps d'après, nous revoici dans la forêt, en compagnie de Eva et Nell. 16 ans plus tard, c'est leur fils Burl qui vient nous raconter son histoire. Celle après sa naissance, après la fin d'un monde, une histoire pour imaginer le nouveau monde à venir. Ils nous immergent en douceur dans le quotidien de leur petit refuge au cœur de la forêt, où chaque instant est décrit avec minutie. Qu'il s'agisse de préparer un repas à partir de leur cueillette, d'inventer des histoires au coin du feu ou de chasser dans le silence protecteur des arbres, chaque geste témoigne d'une adaptation à un monde devenu hostile. Cela pourrait parfois vous paraître répétitif, mais il en résulte un sentiment de profonde sérénité, comme si vous partagiez leur existence réglée par la nature. Burl a son propre langage, fait d'orthographes réinventées et de mots transformés, ce qui crée un rythme qui nous pousse à être à l'écoute, à observer attentivement ce qui est, cette nature si belle et vulnérable. On observe alors ce monde post-effondrement avec son regard tout neuf et la forêt devient un univers vibrant, familier et mystérieux. Mais cet enfant est tiraillé entre cette vie simple, isolée, et son besoin profond d'explorer l'inconnu. Une nuit,
lorsqu'il aperçoit une lumière à l'horizon, sa curiosité devient irrésistible. C'est un récit qui reprend l'appel à préserver le vivant et qui convoque les sensations. Les thèmes abordés sont nombreux et riches. Ils poussent à s'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres réflexions. La transmission des valeurs et des savoirs est omniprésente. Eva et Nell luttent pour que leur fils comprenne à quel point la forêt est précieuse, tout en ne ménageant pas leurs efforts pour le tenir éloigné des dangers du monde extérieur. C'est un roman initiatique où s'entremêlent la poésie de la nature, les nécessités de la survie, les innombrables interrogations sur les liens et la transmission. Mais par-dessus tout, c'est une magnifique réflexion sur le langage et les pouvoirs de l'imagination, des mots et des récits. Voilà. J'ajouterai, sans la moindre parcelle d'objectivité, que Le Temps d'après est un roman lumineux, malgré les ombres qui le traversent, et je ne peux que vous le recommander chaudement. Je vais laisser Audrey vous présenter son dernier coup de cœur de cette rentrée. Oui, donc vous connaissez peut-être le Japon des guides touristiques. On peut voir par exemple ces très beaux temples, les cerisiers en fleurs ou encore des photographies ou des tableaux du mont Fuji. C'est tout ce que vous verrez pas dans ce roman, malgré la photo mensongère avec le temple et malgré aussi la couverture mensongère, puisque quand on voit la couverture un peu vintage, très très belle, on se dit qu'on va entrer dans un Japon presque touristique et assez pittoresque. Ce ne sera pas le cas. Donc, dans ce roman, Le ciel de Tokyo, on va entrer dans une gaijin house, donc une maison pour étrangers, qui va réunir vraiment que des personnes d'autres pays. Donc on va croiser des Brésiliens, des Coréens, des Français, des Belges. Mais la particularité de cette maison, c'est qu'elle est insalubre. Il y a des rats, des insectes, de la poussière partout. Et on se demande pourquoi les personnages qu'on va croiser restent dans cette auberge de jeunesse. On va croiser tout particulièrement donc 3 personnages. Il y a d'abord Camille qui a fui son mariage. Elle s'était mariée à 20 ans et elle est partie de France du jour au lendemain sans prévenir sa famille ni son mari. Elle avait une vie un peu léthargique, on va dire sans aspérité, et du jour au lendemain, elle a eu besoin de tout quitter. Et le meilleur moyen pour elle, c'était de partir dans un pays, donc le Japon, où elle connaissait ni la langue, ni la culture, ni le mode de vie, manière de s'oublier encore plus et d'essayer de se retrouver. Arrivée à la gaijin house, elle va retrouver Flavio, et Flavio, c'est un Brésilien. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il est dans cette maison depuis 7 ans. Et on se demande comment il fait pour presque survivre en fait dans cette sorte d'auberge de jeunesse. C'est ce personnage-là qui va montrer les chambres. Il est devenu un peu le concierge de l'auberge de jeunesse sans avoir de salaire. À côté, il vit d'un métier de secrétaire, très très loin de ses rêves. Parce que lui, ce qu'il rêvait, c'est d'être chercheur en littérature. Il se passionnait par la littérature japonaise. Et la grande question, ça va être pourquoi est-ce qu'il est resté enfermé dans cette maison. Et le 3e personnage, qui est tout aussi excentrique et un peu déjanté, c'est Christophe, surnommé Lénine. Lui, c'est un Belge et il s'invente des vies constamment. Et donc, c'est pareil, il est parti de Belgique parce qu'il n'arrivait pas à trouver de métier et il s'est dit qu'il allait pouvoir vivre une très belle vie en Belgique. C'est une vie un peu étrange. Par exemple, on apprend que pendant 6 mois, il a vécu au crochet d'une japonaise qui s'appelle Keiko. Son beau-père lui donnait des enveloppes d'argent, donc le père de Keiko, pour qu'il promette de se marier avec elle, puisque en fait, Keiko a plus de 30 ans. Et l'image en fait d'une femme célibataire ne plaisait pas à son père, donc il essayait d'inciter Lénine à se marier avec cette femme pour l'image en fait de la famille. Donc il vit comme ça Lénine en essayant d'extorquer de l'argent. Et même s'ils sont très différents, ces 3 personnages, dans cette auberge de jeunesse, le soir, ils vont se retrouver et faire des sortes de veillées nocturnes où ils vont se mettre à parler ensemble et à nouer des liens de plus en plus.
Donc forcément, on va retourner vers leur passé, voir aussi pourquoi ils sont arrivés ici. Et le plus intéressant dans ce roman aussi, c'est qu'on voit un autre Tokyo, donc où ça va être des ruelles qui sont pas touristiques, qui sont pas forcément très belles, mais où on n'est pas forcément plongé régulièrement dans les romans. Et surtout, ça va être aussi une réflexion sur le fait d'être un étranger, on va dire, dans un autre pays, et ce que ça va leur créer, comment ça va être une sorte de déclic pour eux, ou au contraire, s'ils vont peut-être se perdre dans cette Gaijin House. Donc ça se lit de manière facile, on va dire, puisque c'est assez étonnant. Il y a un effet vraiment d'envoûtement, comme si on était comme ces personnages-là, on était un peu bloqués dans la Gaijin House. Donc c'est comme si c'était dans un autre espace-temps. Et l'objet, ça va être, est-ce qu'ils vont réussir à se sortir de cette maison, à sortir en fait de leur léthargie, puisque tous les trois, c'est ça, ils vivent pas la vie qu'ils ont rêvé. Ou alors, est-ce qu'ils vont être complètement prisonniers de ce mode de vie et rester comme ça pendant des années et des années? Je ne vous dirai pas ce qu'il se passe, mais en tout cas, à la fin du roman, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on sort de cette auberge de jeunesse, et presque avec regret, malgré les insectes, les rats, la poussière, on aurait presque envie de continuer à les côtoyer. Mais le point positif, c'est que même si on sort de cette auberge de jeunesse, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on va avoir des nouvelles des années après de chacun des personnages. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment ils ont réussi à évoluer ou pas. De ça, je vous dirai pas. Mais voilà, un très beau roman c'est pas un roman japonais, mais c'est un roman sur le Japon et qui nous emmène dans un lieu qu'on n'a pas du tout l'habitude de côtoyer. Et je vais laisser la parole à Mélodie pour un road trip déjanté. Oui, alors sur la même thématique, donc surtout celle de la rencontre, moi je vous propose avec Tout le monde garde son calme de Dimitri Kantchelov une rencontre assez explosive. Alors, en ce soir d'hiver 1979, Victor Bromier s'attarde dans un bar à tabac, à l'angle du quai Saint-Antoine à Lyon. Il vient d'être licencié de son emploi de représentant en parapluie et noie sa colère et ses illusions dans le Jack Daniels. Et là, ça lui tombe dessus. Dans un éblouissement, dans un éclat de voix, un tourbillon, qui s'appelle Corinne. Coup de foudre immédiat et improbable, entre la fougueuse révolutionnaire et l'ex-commercial. Alors il abandonne tout. Sa famille, son enfant, sa femme, pour sa nouvelle passionnara. Vite convaincu que la lutte des classes n'attend pas. S'ensuivent alors braquage, cavale, rencontres épatantes, bref. C'est un peu un Bonnie and Clyde sous Giscard. Dimitri Kantchelov paye ici son tribut au cinéma, à la musique, à la littérature, à l'aube des années 80, trouvant la bonne distance entre parodie amusée et hommage. De Manchette à Echnoz, de Georges Lautner à Bertrand Blier, il parsème cette tragicomédie rock'n'roll de clin d'œil malicieux à ses aînés. Sous couvert de son humour virevoltant, l'auteur soulève des débats communistes, voire anarchiques. Tout est politique dans ce roman. Il nous questionne avec légèreté sur l'État. Est-il nécessaire ? Peut-on vivre sans lui ? Quel est son rôle ? Autant de questions qui rappellent la ferveur marxiste de l'époque. Nous retrouvons le début des syndicats dans les usines, les droits des employés. L'homme de classe populaire est-il destiné à servir une économie dont les parts lui sont minimes, au profit d'autres qui s'enrichissent ? Telles sont les nouvelles questions de Victor depuis qu'il a rencontré Corinne. Il nous invite à rejeter les règles, le monde établi. Serait-il possible de vivre de petits braquages, de petites sommes ? Pendant combien de temps ? La liberté est-elle accessible ? Nous appartenons à une machine plus grande que nous. Juste des rouages minuscules. C'est ce que se dit au quotidien Victor. Les moments de liberté, il veut les voler. C'est un roman qui est très divertissant, avec de bonnes capacités narratives, qui est très très cinématographique, très visuel. On y retrouve beaucoup de références au cinéma, à la musique, donc ce qui est aussi assez amusant. L'auteur a beaucoup d'humour. C'est un petit roman qui est très revigorant, que je me suis assez amusée à le lire. C'est un peu comme... c'est un petit western qui donne envie de relancer mai 68. Voilà, c'est un petit peu ça. Je peux vous lire une petite citation qui l'illustre assez bien. « Les squales tournaient sans fin, s'efforçant de trouver une issue à leurs conditions. Un chemin vers l'océan, la liberté peut-être.
Mais Victor et Corinne pouvaient témoigner. On n'échappe pas si aisément au monde qu'on nous impose. Donc voilà, c'est un roman très léger et très amusant. Donc si vous voulez une aventure, vous êtes au bon endroit avec ce livre. Et c'est Guillaume qui prend la suite pour repartir vers la Chine. Exactement, avec une autre suite. Aussi un volume que je n'attendais pas, car depuis la publication du premier tome en 2018, La papeterie Tsubaki, 2 années ont séparé le premier et le second tome, La République du bonheur, contre 5 années entre le second et celui-ci, Lettres d'amour de Kamakura. Ce roman vient donc clore une trilogie surprise dont chaque tome peut se lire indépendamment pour de multiples raisons. La recherche d'une écriture plus douce, celle d'une lecture empreinte de calme ou encore d'un texte beaucoup plus équilibré. Pour rappel, dans La papeterie Tsubaki, nous avions eu le plaisir de découvrir Atoko, une jeune femme d'une 20aine d'années qui hérite de sa grand-mère une simple papeterie de quartier dont la véritable activité a toujours été la calligraphie. Atoko, ainsi devenue écrivaine publique, est depuis le début spécialement sollicitée pour la tâche subtile d'écrire des lettres sur commande. Que ce soit pour tout ce que les gens trouvent difficile à dire à quelqu'un face à face, pour des événements ou pour d'autres raisons très particulières, son rôle, sa mission qu'elle prend à cœur, consiste à répondre à chaque demande dans les règles de l'art enseignées par sa grand-mère. Entre le premier et ce 3e volet, Atoko s'est mariée, héritant du rôle de maman envers la fille de son mari, qu'elle surnomme Kyupe. Ne me demandez pas pourquoi, je vous assure que l'on s'y habitue. Associée à la naissance de ses 2 autres enfants, ces changements la poussent à suspendre son activité pendant 6 ans. Mais fort heureusement pour nous, elle décide, dans ce roman, d'annoncer la réouverture de la papeterie Tsubaki. Et c'est l'occasion de s'immerger dans les descriptions des paysages japonais, des rituels, des plats traditionnels, le tout agrémenté de petites réflexions philosophiques pertinentes. De plus, chaque lettre dont on suit l'élaboration est un voyage émotionnel, un art subtil mêlant thé, encre et papier, où l'âme des clients est révélée sans être dérobée. Certains aspects de la culture japonaise sont particulièrement présents. Tout est question de détails, de raffinement, de délicatesse dans l'héritage des anciennes générations. On observe la façon dont ce patrimoine culturel est ancré dans le quotidien au travers de traditions et de rituels comme l'art de la cuisine, celui des fleurs, l'art de la préparation du thé et de la friandise qui l'accompagne. Cependant, une écriture douce ne signifie pas que les sujets abordés le sont tout autant. Car les thématiques comme celles du deuil, du rejet ou de la crainte de la mort sont présents dans chaque roman de l'autrice. Mais que ce soit de véritables problèmes que chacun peut rencontrer au quotidien jusqu'aux sujets les plus douloureux, on ne peut que constater qu'Ito Ogawa possède une épatante faculté à créer une distance de sécurité. Ce qui n'empêche pas d'être touché, comme lorsque l'on suit l'évolution de son personnage, Atoko, qui jongle entre son rôle de mère, de femme et de propriétaire de la papeterie Tsubaki. Sans parler de sa relation avec Kyupe, sa fille adolescente, qui est un subtil mélange de tension et de tendresse, où l'amour transparaît malgré les incompréhensions. Et sans oublier ce lien unique et émouvant avec l'aînée, disparue mais toujours présente à travers des lettres et des souvenirs. Une bien belle manière de dire que certaines relations peuvent se poursuivre après la perte d'un être cher, tout en continuant à façonner nos vies. C'est donc un roman qui explore les relations humaines de manière subtile. Et sachez-le, chaque mot choisi pour refléter la subtilité des émotions. Un véritable voyage tout en douceur et en poésie que je vous conseille fortement. Je laisse Mélodie
clore le bal. Alors, pour finir, je vais vous présenter le nouveau roman de Mathieu Ménégo qui revient avec, pour cette rentrée littéraire avec une thématique très particulière qui concerne bien sûr toujours la justice. Alors, surtout la justice réparatrice. Alors, une nuit, un homme, bon citoyen, directeur financier, irréprochable père de famille, sort de chez ses amis. Il a bu 3 verres de vin et joue aux cartes. Il prend le volant et s'engage sur la route. De son côté, une jeune fille sort d'une soirée. Sa mère ne veut pas venir la chercher. Heureusement, son frère lui a prêté un vélo. Elle prend aussi la route. Elle est sinueuse et sombre, mal éclairée. Les 2 conducteurs roulent prudemment. L'un au centre, l'autre sur le bas-côté. Un virage se dessine. Trop serré, sans lumière. C'est la collision. La voiture fauche le vélo qui passe par-dessus le pare-brise. Le chauffeur descend, la jeune fille est dans le ravin, elle est morte. Il panique, il s'enfuit. Il se rendra finalement à la justice. Le procès a lieu. Nous suivons en parallèle les pensées du coupable et de la victime. Les personnages se confrontent à une administration autoritaire et ferme, qui nous montre à quel point les accidents de la route sont des cas réguliers, à quel point les tribunaux et les prisons sont encombrés. Mathieu Ménégo nous dépeint la complexité de l'homicide involontaire. Les 2 parties attendent des choses précises de ce procès, mais surtout différentes. La mère, elle voudrait que ce soit comme une nouvelle version de l'enterrement. En colère, elle veut que le coupable soit puni. Le problème, c'est que la peine de prison ne peut pas compenser la perte de sa fille. Tout comme les dommages et les intérêts. Aucune somme ne peut acheter son deuil. Le verdict ne sera jamais suffisant pour elle. De son côté, le coupable, dans le rang des inexcusables, veut se faire pardonner. Il endure le poids de la culpabilité. Il se dit que passer 20 ans derrière les barreaux, ce n'est pas égal à une vie. Ça ne corrige rien. La prison n'apprend et ne guérit rien. Le personnage pensera « Cette condamnation m'a laissé vivant, mais j'ai pris une vie. » Il veut contribuer à réparer. Finalement, la prison abîme plus les auteurs d'infractions qu'elle ne sert son objectif initial. Mais comment réparer sa faute et comment pardonner l'impardonnable? En même temps, seul l'impardonnable peut être pardonné. Comme le disait Derrida, on n'a jamais pardonné que l'impardonnable. Parce que ce qui est pardonnable est d'avance pardonné. Vous me suivez? Super. Alors, autant de questions complexes qui prennent des allures de dilemme. Pour tenter d'y apporter une réponse, c'est à la justice réparatrice que va s'intéresser Ménégo. Mais alors, c'est quoi la justice réparatrice? Il s'agit d'un protocole de dialogue entre l'infracteur du crime et la victime. Un espace de parole sécurisé où les 2 parties peuvent s'écouter et dialoguer. 5 rencontres et un bilan pour aborder les répercussions sur leur vie. L'idée est de pouvoir dire ce qu'on ne peut pas dire dans un procès et d'obtenir une justice qui aide à réparer et non pas à punir. C'est combler un système peu attentif à la reconstruction des victimes. Cette pratique est inspirée de peuples maoris et inuits. L'essentiel est de préserver le bon fonctionnement de la communauté après et malgré un traumatisme. Les conflits sont résolus au sein de cette communauté et pas en externe. Ces échanges contribuent à apaiser le ressentiment de haine. Des victimes déclarent avoir pu réapprendre à vivre. Elles comprennent mieux les réassorts du passage à l'acte parfois. Les agresseurs, eux, redeviennent des humains. L'envie de devenir un homme meilleur les prend. La quête est avant tout émotionnelle dans ce livre. Mathieu Ménégo nous mène dans l'intimité des personnages, dans leurs pensées, pour nous faire éprouver leurs sentiments et découvrir les espoirs de la justice restaurative face aux impasses de la justice punitive. Donc c'est un roman qui peut parfois être assez dur à lire parce qu'il est très intense, on rentre beaucoup dans les émotions de la mère qui a perdu sa fille et aussi du coupable et qui rentre en prison et qui se confronte donc à sa vie qui s'écroule en morceaux, sa femme qui le quitte et ses enfants. Donc c'est un sujet qui est assez sombre mais qui est d'actualité et qui pose de nouvelles questions sur la justice et ses évolutions potentielles. Alors, la rentrée littéraire n'est pas terminée. Nous vous attendons juste à la sortie pour du café, du thé, des gâteaux. Il y aura aussi de quoi emprunter des romans de cette rentrée littéraire qui seront empruntables et c'est possible de les mettre sur votre carte, donc juste à droite lorsque vous sortez. Si vous n'en avez pas pris lorsque vous êtes entré, là pour cette rentrée littéraire-là, on a fait donc nos collègues ont fait la bibliographie où vous pouvez retrouver tous les livres qui ont été présentés sur papier.
Pour les prochains rendez-vous, si vous souhaitez venir, nous organisons des clubs lecture donc au Bleuet à 14h30 le mardi, ce sera le mardi 11 mars, et le samedi 15 mars à 10h30 à la médiathèque Nelson Mandela, on fait aussi un club lecture autour du cycle thématique qui a lieu actuellement. Donc ce seront des romans autour des océans qui seront présentés. Donc pas des nouveautés, mais n'hésitez pas si vous souhaitez aussi avoir d'autres coups de cœur et si vous souhaitez aussi venir avec vos propres coups de cœur pour que ce soit aussi un échange. Donc on vous attend tous pour le café et le thé et pour échanger aussi et discuter si vous aussi vous avez des romans qui vous ont marqué de cette rentrée littéraire et vous souhaitez en parler. Voilà. De rien.